Les années 40. Théâtre du deuxième conflit mondial, l'armée du Troisième Reich défile sur les Champs-Élysées. Les Japonais attaquent Pearl Harbor. Le ghetto de Varsovie tombe aux mains des Allemands. Le 4 février 1945, à Yalta, Roosevelt, Churchill et Staline préparent le nouvel ordre mondial. Le 6 août de la même année, Nagasaki et Hiroshima découvrent l'horreur de l'atome. Les années 40 sont les années politiques qui préparent le monde à mieux vivre son XXe siècle. Drôle d'époque. L'art et la culture deviennent plus engagés et plus militants. Le romantisme est loin, le néoréalisme pas encore né. Marcel Carné achève le tournage des Enfants du Paradis. Saint-Exupéry publie Le Petit Prince, Jean Cocteau, Les Enfants Terribles. Mais les poètes ne suffisent pas à soulager le monde. Et le 31 décembre 1941, Greta Garbo décide de quitter définitivement le cinéma. Howard Hughes fut l'homme le plus riche du monde, un homme capable de déplacer des montagnes. Il avait la passion des avions, du cinéma et des femmes. La rencontre entre Howard Hughes et Jane Russell permettra à la carrière de la jeune actrice de décoller. On peut dire que les bonnes fées se sont penchées sur mon berceau, le 24 décembre 1905, le jour précédant la naissance du Christ. Comme lui, je chercherai à changer le monde, et comme lui, j'y réussirai en partie. Mon père a inventé le joint parfait pour extraire le pétrole brut. Ses brevets lui apportent la fortune. Je vis une jeunesse agréable à Houston. D'un naturel timide, je passe mon temps à inventer tout un tas d'objets bizarres. Et j'essaye de donner vie à mes inventions, l'interphone, la radio sans fil. Un souvenir d'enfance me marque à tout jamais. J'avais 11 ans, des émeutes ont opposé des militaires noirs et des policiers blancs. Il y eut 16 morts. Depuis cette date, j'ai une peur panique des étrangers. Mais je n'ai jamais réussi à dépasser cet a priori stupide. L'école ne m'intéresse pas vraiment. Et pourtant, je suis d'un naturel curieux. Deux passions m'habitent déjà. Je suis trop jeune pour céder à la troisième, qui me poursuivra jusqu'à la fin de mes jours. Mais à cette époque, j'étais trop occupé par les avions et le cinéma. Mon oncle, Rupert Hughes, travaillait comme scénariste à Hollywood et m'a très vite introduit dans ce milieu. Comme beaucoup, je pratique le golf et le polo. En 1920, je décide de prendre en secret des leçons de pilotage que je paye avec mon argent de poche. Ma mère meurt en 1922 et 2 ans plus tard, mon père est victime d'une crise cardiaque. À 19 ans, je rachète toutes les parts de la société pour 325 000 $. Je veux devenir le plus grand producteur du monde et battre le maximum de records en aviation. Rien ne me satisfait et la mort de mes parents est sans doute la cause du malheur qui pèse sur moi. Pas facile d'être heureux quand on n'a pas de prédisposition au bonheur. En 1928, à 22 ans, je finance, produis et mets en scène Hells Angels. L'histoire de 2 pilotes voulant séduire une jeune femme de la belle société. Qui n'aurait pas engagé Jean Harlow sur le champ? Elle ne se rendait pas compte de l'impact qu'elle avait sur les hommes. Et cela la rendait irrésistible. La production dure longtemps,
car je suis très exigeant. J'ai mon premier accident d'avion et je m'en sors bien. 3 pilotes meurent pendant le tournage et il y a 6 collisions dans les airs. Le passage du muet au parlant fut fatal au film, qui fit un bide lors de sa sortie. Mon côté ingénieur me fait aborder le cinéma d'un point de vue technique. Je crée des pellicules couleurs. Mon assise financière me permet d'être proche de stars comme Ava Gardner ou Katharine Hepburn. Mon argent et mon œil me permettent également de façonner des destins, et en particulier le destin de femmes qui, grâce à moi, sont devenues des icônes. La première fut Jean Harlow, la blonde platine qui attira autant d'amour que de haine. La deuxième fut Jane Russell, dont la poitrine mit en émoi la moitié de la planète, en rendant jalouse l'autre moitié. Rien ne me prédestinait à être au centre d'un des plus grands scandales cinématographiques de tous les temps, celui lié à la sortie du Bunny. Je suis née le 21 juin 1921 dans le Minnesota, sous le nom de Jane Geraldine Russell, avec des origines écossaises, allemandes et françaises. On part s'installer dans un ranch en Californie. Premier signe du destin. Ces signes sont très importants pour moi. Je suis Gémeaux et très superstitieuse. Sérieuse et appliquée, je m'occupe de mes 4 petits frères. Ce sérieux est accentué par ma foi, et depuis l'âge de 6 ans, je fréquente une église presbytérienne. Dieu a une grande importance pour moi, et je lui parle très souvent. Nous menons une existence très agréable au milieu des animaux, et je fais beaucoup de cheval. Mais la belle vie change à la mort de mon père, car il ne reste plus qu'une petite pension. Nous sommes obligés de vendre les chevaux. C'est à cette époque que ma mère et moi commençons à organiser des réunions dans notre propre chapelle chaque semaine. Je fais du théâtre, mais ce n'est pas mon truc, et j'abandonne rapidement la troupe pour me lancer dans la création de vêtements. Au lycée, je fais une rencontre très importante, celle de mon futur mari, le footballeur Bob Waterfield. Nous passons notre temps à nous disputer. Je refuse d'avoir un enfant avec lui et préfère avorter, ce qui me pose un problème de conscience, le premier d'une longue série. Mon grand-père Gus, un géant de plus de 2 mètres, m'a transmis son patrimoine génétique. Je travaille comme mannequin et présente des maillots de bain pour le photographe Tom Kelly. Cette rencontre est très importante pour la suite de ma vie, car elle influencera toute ma carrière. Ce qui est quelque peu paradoxal, vu mes convictions religieuses. Je décide d'apprendre à jouer et pars suivre les cours de Madame Ouspenskaya. Le destin place ses pions. Jane Russell croise le chemin d'Howard Hughes. L'agent du milliardaire passant chez Kelly tombe sur les photos de la jeune femme. Elle sera la nouvelle égérie de son patron. Il organise un rendez-vous avec Howard Hawks, le réalisateur du Bunny, qui tombe immédiatement sous le charme naturel de Jane. Le casting est un succès. Howard Hughes veut naturellement la voir de plus près. Cette rencontre avec Jane montre bien ma timidité maladive. Il m'est impossible de l'aborder directement ou dans le bureau de Howard Hawks, et je préfère attendre caché que mes employés terminent le casting pour la regarder sortir du bureau. Green a bien raison. Cette jeune femme va faire craquer tous les hommes de la planète, et elle sera bien la vedette du film. J'ai compris que pour assouvir ma passion des femmes et du cinéma, je devais contrôler la distribution. Ne faisant rien à moitié, je décidai de maîtriser ce réseau, et en peu de temps, j'acquiers 125 salles de cinéma. À la même époque, je deviens actionnaire majoritaire de la TWA. Très instable, j'ai continuellement besoin de changer de bureau. Toujours des bureaux minuscules, mais dont l'exiguïté me rassure.
voyant Jane pour la première fois après son casting, j'ai immédiatement compris le parti que je pouvais tirer de cette beauté et comment je devais assurer la promotion du film. Tout simplement en provoquant les spectateurs. J'ai donc eu l'idée de transgresser les règles et de mettre en avant le côté sexy de Jane, en lui donnant des poses lascives et en l'habillant de manière provocante. J'obtiens toujours ce que je veux, et Jane Russell sera une nouvelle star, ma star. Je n'ai jamais voulu devenir une star. Je n'ai jamais voulu me perdre dans cet univers si loin de mes réalités. Et pourtant, des signes auraient dû m'alerter. Mon amie et confidente, Edith Lynch, dit de moi que je suis à la fois brillante, créative, mais aussi impatiente, paresseuse et timide. Il me reste à apprendre à dire non aux autres. Aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Le cinéma, la raison pour laquelle j'ai travaillé et suivi des cours rébarbatifs, finit par me faire les yeux de Chimène. Je suis sur un nuage et je ne doute pas de mon avenir. Encore moins quand Howard Hughes, le producteur le plus fortuné, me fait signer un contrat de 7 ans. Cet homme de parole récidivera en renouvelant notre accord. Cet homme qui, pour chacune de ses actrices sous contrat, loue une villa avec un couple de serviteurs et un chauffeur. Bien sûr, jusqu'à présent, Howard n'a pas produit de chef-d'œuvre. Ses films ont essuyé des pots cassés, surtout Hell's Angels, mais paradoxalement, l'échec le rend plus fort et plus combatif. Tout ça pour dire que je suis immédiatement fascinée par le charisme de ce magnat délirant, capable de virer un metteur en scène du jour au lendemain et de s'occuper de tout sur un plateau. Cet homme toujours vêtu d'une chemise blanche, d'un pantalon et de chaussures noires est vraiment fascinant. Mon caractère est totalement opposé au sien. Il lui arrive de rester plusieurs jours sans dormir, sans s'alimenter et en se coupant du monde, ce qui est déjà une de ses caractéristiques à l'époque. Il est très bizarre et demande par exemple à ses secrétaires de ne pas mettre de parfum et d'utiliser des gants pour taper à la machine à écrire. Le banni est pour moi un véritable parcours du combattant, car malgré ma condition physique, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Howard a inventé un soutien-gorge spécial qui ne se voit pas, mais qui est très inconfortable. Je le remplace par le mien. Howard est un homme et il ne sait pas ce que c'est que d'en porter un en métal. Be careful your wound, you'll hurt yourself. That's right, I remember now. I caught one yesterday, didn't I? Le tournage, qui était déjà épuisant, le devient encore plus le jour où le maître du monde, Howard Hughes, décide de se séparer d'Howard Hawks, le metteur en scène officiel. Mais la réalisation est un métier, et il ne suffit pas de dire moteur pour que les acteurs incarnent leur personnage. Put those plates down, you're making me nervous. Billy, he'll kill you. What do you care? But you can get another horse. I want this one. Why? I want to see if I can teach him to make smoke come out of his ears. Say, I haven't got all night. Get back Howard against that Hawks wall. avait une vision de la relation qui liait Billy the Kid, Pat Garrett et Doc Holliday. Count up to 3. I won't. À ses yeux, ma présence devait agir comme un catalyseur qui obligerait ces hommes à faire face à leur réalité. Le code d'honneur qui régissait les véritables cow-boys et les brigands. On ne tirait jamais dans le dos d'un fuyard. I think I'd rather have that cuckoo clock do the counting for me. Yeah, that's good enough. It's going to strike in a minute. Shall we pull on the last cuckoo? All right.
Why didn't you draw? I changed my mind. En tout cas, il avait le génie de la mise en scène et savait manipuler les médias. Avec Le Banni, Howard Hughes est persuadé d'avoir produit le film de la décennie. Mais les spectateurs ayant comme toujours le mot de la fin, il doit les attirer. Il organise une fausse campagne censée boycotter la sortie du film. Puis il contre-attaque afin que les ministres, les femmes et les ligues de vertu empêchent la sortie de ce film pour outrage aux bonnes mœurs. Il lance enfin une campagne d'affichage sur le thème de la censure et joue avec les poses suggestives de Jane Russell. Il utilise même ses avocats pour faire sortir de prison les directeurs de salles qui avaient projeté le film malgré l'interdiction. C'est un triomphe qui génère 5 millions de dollars de profit. Howard Hughes a gagné son pari. Après le succès du film, et pour trouver un palliatif à ma frustration de n'avoir pu posséder Jane, je disparais quelques mois à Acapulco pour mettre au point un nouveau modèle d'avion que je teste. J'ai un nouvel accident, et le destin passant par là, je m'écrase à Hollywood. Un marine et un pompier de Beverly Hills me sauvent. Pendant ma convalescence, je continue à voir mes collaborateurs. Des complications survenant, je reste 9 mois à l'hôpital. En sortant, je décide de porter une moustache pour couvrir mes cicatrices. Et dans cet accident, j'ai perdu l'usage de 2 doigts de la main gauche. Je suis un fan de Las Vegas, une ville où je joue au golf et où j'ai tourné Jet Pilot avec Joseph von Sternberg comme réalisateur. Mais je ne m'amuse plus, et je sens un poids trop lourd sur mes épaules. La maladie commence à me ronger. Finalement, je décide de quitter le cinéma en vendant la RKO en 1954. En 1966, je vends mes parts de la TWA et deviens l'homme le plus riche du monde. Retour à Las Vegas. C'est pour moi l'occasion de revenir à l'aviation, car je possède en partie l'aéroport que je veux agrandir. Entre 1966 et 1968, j'achète les 10 plus grands casinos de la ville. L'ensemble de mon chiffre d'affaires génère 17% des revenus du jeu dans le Nevada. L'une de mes idées est de mettre au point les paris par téléphone, qui permettraient de miser de n'importe quel endroit du monde. We're just 2 little girls from Little Rock. We lived on the wrong side of the tracks. À World Party, je continue ma carrière. Je joue aux côtés de Marilyn Monroe dans Les hommes préfèrent les blondes. Jane Russell is Dorothy Shaw, the world's most talked about brunette. Mr. Esmond and I are going to be married. To each other? Of course to each other. Who else to? Well, I don't know about you guys. I always sort of figured Lorelei would end up with the Secretary of the Treasury. Bye-bye, baby. Remember you're my baby when they give you the eye. Elle devient l'une de mes meilleures amies. Normal, elle est Gémeaux, tout comme moi. Mon 3e mari, l'agent immobilier John People, m'aidera à faire fructifier mon argent, celui donné pour les pubs Playtex dans les années 70. Nous
pouvant avoir d'enfants, j'ai adopté une petite fille, Tracy, et plus tard un petit garçon irlandais, Thomas. Enfin, j'adopte Buck, mon petit dernier. Howard, lui, se dégrade physiquement et psychologiquement. L'homme puissant et charismatique que j'avais connu a perdu de sa superbe. Et s'il continue malgré tout à vivre ses passions, il communique avec le monde extérieur par l'intermédiaire de 5 mormons qui s'occupent exclusivement de lui et lui procurent la codéine dont il a quotidiennement besoin depuis son accident d'avion. Il ne boit que de l'eau en bouteille et lorsque le magazine Esquire publie des photos volées, je me sens désolée pour lui. Il est seul et pourtant plus de 50 000 salariés vivent en travaillant pour lui. Il meurt le 5 avril 1976 d'une crise cardiaque dans un avion. Le destin a toujours autant d'humour. Il est enterré à Houston, dans le Texas. Quant à moi, les choses se compliquent. Je me mets à boire et fais une dépression et décide de suivre une psychothérapie. Je suis rassurée car, comme le montre mon empreinte à Hollywood, on peut dire que j'ai marqué le cinéma à jamais. Mais j'aurais laissé une autre trace. J'ai fait passer un amendement fédéral sur l'adoption en 1953 et j'ai même payé de ma personne en faisant une tournée mondiale. Hughes était un visionnaire souvent incompris. Sur la fin de sa vie, devenu totalement paranoïaque, il s'est exclu du monde. Pourtant, il a continué à mener ses affaires de main de maître. Un mystère rôde sur les circonstances exactes de sa mort. Jane Russell lui doit tout, les signes ne lui ont pas menti. Elle n'a pas hésité une seconde lorsqu'on lui demanda de jouer dans un documentaire sur la vie du milliardaire. Leur histoire est étonnante, car malgré son pouvoir et contrairement à son habitude, Howard Hughes n'a jamais forcé Jane Russell à partager sa vie. Leur histoire est belle, car elle montre que l'argent n'achète pas tout. Leur histoire est rare, parce qu'elle montre que l'amitié peut parfois réunir un homme et une femme.